Bonjour et bienvenue dans cette émission Accountancy Challenge Learn Together. Je suis Nathalie Nimegeers, Head of Tax chez BNP Paribas Fortis, et je vais vous aborder avec vous l'essentiel des changements dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques en 2025. On commence comme chaque année avec les généralités, c'est-à-dire la date limite des dépôts pour l'exercice d'imposition 2025. Quand est-ce que vous devez déposer votre déclaration fiscale? Mais finalement, depuis l'année dernière, vous le savez bien, les dates sont fixées dans la loi, ça veut dire que finalement, rien ne change. Les dates sont les mêmes, sauf qu'on n'est plus en 2024, mais en 2025. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Que si vous faites encore une déclaration par papier, qui m'étonnerait, mais à ce moment-là, c'est 30 juin, même si c'est une déclaration complexe, non complexe, on va plutôt aller vers Taxon Web qui commet maintenant la généralité et surtout vous, mandataires. Ben, toujours pareil, si c'est une déclaration non complexe, ben, c'est toujours le 15 juillet et maintenant ce sera 2025. Il s'agit d'une déclaration complexe, ben là on va vers la date du 16 octobre 2025. Attention, de plus en plus, vous le savez bien, les gens vont recevoir une proposition de déclaration simplifiée. Là aussi, normalement, si vous le faites, vous, le contribuable, ça doit être finalement vérifié, parce que ce n'est pas rentré, parce que c'est déjà une proposition. Vous devez le vérifier avant le 15 juillet. Si vous ne faites rien, ben ça veut dire que vous êtes d'accord avec cette déclaration-là et à ce moment-là, le fisc peut déjà enrôler s'il faut dans les jours qui suivent. Si jamais, pour une ou l'autre raison, cette proposition de déclaration simplifiée devient une déclaration complexe, avec d'autres mots, le 15 juillet doit être postposé vers le 16 octobre, n'oubliez pas de demander cette prolongation avant le délai du 15 juillet. Parce qu'autrement, comme je viens de dire, éventuellement, le fisc pourrait déjà commencer à enrôler. Vous voyez aussi sur les slides, vous pouvez appeler. J'ai marqué les numéros sur lesquels vous pouvez prendre contact avec le fisc pour demander cette prolongation si c'est nécessaire, si la déclaration devient une déclaration complexe. Peut-être quand même, une fois vérifier et revoir c'est quoi une déclaration complexe, ben, ça veut dire qu'il s'agit que vous devez déclarer des revenus professionnels à l'étranger, y compris les pensions, les rentes ou des revenus de remplacement, parce que ça aussi, c'est des revenus professionnels. Et autrement, tout ce qui concerne le cadre de la partie 2 de la déclaration, c'est-à-dire les bénéfices, profits, rémunération de dirigeants d'entreprise ou éventuellement les conjoints aidants, c'est-à-dire tout ce qui est indépendant aussi, automatiquement, on se trouve dans une déclaration complexe. Depuis l'année dernière, il y a eu une nouveauté. Déclaration est aussi complexe si vous devez déclarer pour la toute première fois, c'est-à-dire ici pour revenu 2024, votre client a par exemple acheté un bien immobilier à l'étranger. Ben voilà, automatiquement, ça devient une déclaration complexe. Pareil, si jamais votre client ou vous-même, vous devez déclarer une pension alimentaire reçue ou versée à une personne qui se trouve à l'étranger. Éventuellement, un prêt conclu à l'étranger, une construction juridique, vous devez déclarer, ou éventuellement l'application de régime fiscal spécial pour les contribuables, chercheurs qui sont des impacts. À ce moment-là, vous devez aussi considérer ça comme une déclaration complexe. Qu'est-ce qui est nouveau, malgré tout, encore une nouveauté, si jamais l'année dernière, vous avez déjà dû déclarer une construction juridique, ben, automatiquement, cette année, cette déclaration devient aussi complexe. Quand même important de savoir, parce que vous voyez bien que le délai de la date de limite de dépôt est nettement supérieur que le 15 juillet. Voilà, il y a aussi moyen de demander par Taxon Web cette possibilité de demander la limite du 16 octobre et vous faites ça par la déclaration même.
Voilà, généralité, on va tout de suite un peu aller dans la déclaration en soi-même et on commence avec le cadre 2, le cadre des données personnelles et charges de famille. Cette année, on s'attarde un peu aux charges de famille. Charges de famille et tout de suite, on va vers les enfants à charge. Vous savez bien, pour que votre enfant puisse rester à charge, il faut, entre autres, il doit faire partie de votre ménage au 1er janvier de l'exercice, mais surtout, il ne peut pas dépasser certaines ressources nettes. Il ne peut pas avoir des rémunérations ou d'autres ressources qui dépassent une certaine limite. Jusque l'année dernière, cet enfant, cette limite, ces ressources nettes pour l'enfant, dépendait finalement de la situation familiale dans laquelle l'enfant se trouvait. Les montants étaient différents si l'enfant était à charge d'une couple imposée conjointement ou que l'enfant faisait partie d'une personne seule ou une personne seule et que l'enfant était handicapé. Il y avait 3 montants différents et c'était surtout le montant le plus important, c'était pour la personne qui était seule, qui avait un enfant handicapé. Les ressources étaient nettement plus importantes que les autres situations familiales. Depuis l'année dernière, ils ont augmenté ça, d'abord le montant, et en plus, ils ont donné à chaque enfant le même montant. On y revient tout de suite. Peut-être quand même déjà un aperçu qui est important parce que pour l'exercice l'année prochaine, mais on est quand même déjà dans le revenu 2025, alors ça va déjà s'appliquer ici. Vous voyez bien que ce montant-là va encore être nettement supérieur parce qu'on va atteindre le montant de 12 000 €. J'y reviens tout de suite. Ça, c'est les ressources nettes que l'enfant puisse avoir. Mais à côté de ça, vous savez bien aussi que certaines rémunérations, certaines ressources, ne sont pas considérées comme étant une ressource nette fiscalement. Ça veut dire que vous avez droit à une première tranche de ressources qu'on ne va pas en tenir compte pour calculer les ressources nettes que l'enfant peut avoir. Comme on parle des enfants, je regarde un peu les rémunérations qu'on peut avoir comme étudiant. Dans le cadre, on est bien d'accord, un contrat étudiant, très important quand même, pas un contrat classique, mais un contrat d'étudiant. Pour cette année-ci, cette déclaration-ci, l'enfant, la première tranche de 3 310 € de rémunération dans le cadre d'un contrat d'étudiant ne sera pas considérée comme une ressource nette. Ça veut dire que ça s'ajoute en plus de la tranche qu'il puisse avoir comme ressource nette. Voilà, aperçu, vous voyez que les 3 310, aussi pour l'année prochaine, on va doubler ça et ce sera déjà 6 840 €. En plus, c'est prévu dans la loi programme, qui est déjà bien avancée. Je suppose que d'ici fin de semaine, il va sûrement revenir pour la deuxième lecture. Alors, on est quand même déjà bien avancé dans cette loi programme. Mais en plus, il y a déjà un projet de loi qui a été voté par rapport à ce montant-là. Ça veut dire que vous pouvez être sûr qu'à partir de l'année prochaine, ce montant-là, ce sera d'application. On va un peu voir qu'est-ce que c'est l'impact finalement de tous ces changements-là pour les enfants. Pour cette année-ci, et c'était déjà le cas l'année dernière, chaque enfant va être autorisé d'avoir le montant maximum de ressources nettes qui s'applique normalement avant, uniquement pour les enfants handicapés qui étaient à charge d'un contribuable imposé seul. C'est-à-dire, chaque enfant, n'importe quelle composition dans laquelle il se trouve dans le ménage, il a droit à, encore cette année, de 7 290 € de ressources nettes. Quelle était la raison pourquoi on a augmenté ça? C'était uniquement parce que les étudiants, dans le cadre d'un contrat d'étudiant, ils pouvaient prester finalement déjà 600 heures, contrairement à l'année avant de 475 heures. Ça veut dire, si on va brutifier le 7 790, parce que c'est du net, ça veut dire que le revenu maximum d'enfants à charge est de 9 112 € pour cette déclaration-ci. Et si jamais il fait aussi un job d'étudiant, la rémunération maximum pour enfants étudiants à charge, avec la première tranche qui n'est pas considérée comme une ressource nette de 3 310 €, à ce moment-là, il peut avoir une rémunération de 12 442 €.
cette année, l'année prochaine, on sait déjà, et c'est finalement, vous pouvez déjà dire à vos enfants, ah, juillet, août arrive, il n'y a pas de problème, parce que vous pouvez aller travailler, il y a assez de limites, et vous pouvez quand même rester à ma charge. Alors, c'est quand même de bonnes nouvelles que je vous annonce. Hein. Ben voilà, effectivement, les contrats d'étudiants, les étudiants peuvent maintenant même aller prester 650 heures. Et ça, c'est déjà voté, hein, c'est clair, c'est dans le programme, la loi programme, mais c'est déjà voté aussi dans un projet de loi qui est accepté. Alors, automatiquement, 650 heures, ça veut dire aussi que le montant du ressource net, ça va être pour chaque enfant le même montant. Ça change aussi, ce sera dans la loi. 1. Et 2, on va forcément augmenter le montant. Ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à 12 000 euros. D'une part. D'autre part, la première tranche sur laquelle ce n'est pas considéré comme une ressource nette, de 3 310, on va arriver à 840. Ça veut dire, en gros, que cette année, revenu 2025, exercice et déclaration l'année prochaine, la rémunération maximum pour un enfant qui fait en même temps un job étudiant avec la première tranche de 840 euros qui sera exonérée comme étant ressource nette, il pourrait aller et avoir une rémunération jusqu'à 21 840 euros, qui est quand même déjà une tranche bien élevée. Je me demande même, comme étudiant, quand est-ce qu'ils vont encore étudier, hein? Parce que s'ils doivent travailler pour recevoir ce montant-là. Mais ça, c'est un autre débat. Attention quand même, on attire l'attention que l'étudiant pourrait avoir des ressources nettes de 21 840 euros. Très bien, mais ça, c'est pour de savoir si l'enfant reste, oui ou non, encore à votre charge. D'autre part, c'est quand même l'enfant qui perçoit la rémunération. Et là, par contre, s'il dépasse cette limite-là, il va quand même payer de l'impôt lui-même, l'enfant. On a calculé, ça lui coûterait 1 338 euros si jamais il va au maximum. On est bien clair, l'enfant va payer de l'impôt, mais néanmoins, l'enfant, pour vous, dans votre déclaration, il resterait toujours à charge. Voilà, déjà une nouveauté, je pense quand même très important. Ça nous amène tout de suite au cadre 4, les traitements, salaire, chômage. Et là, il y a quand même pas mal de changements par rapport à nos vélos. D'une part, les indemnités de vélo, d'autre part, le vélo d'entreprise. On commence avec les indemnités de vélo. Qu'est-ce qui a changé à partir du 1er janvier 2024? C'est-à-dire le montant est augmenté. Le montant de base, on l'a augmenté pour pouvoir donner une indemnité de vélo de 0,35 euros par kilomètre. Attention, si jamais l'employeur donnerait plus que le 0,35 euros, d'office, la partie supérieure est considérée comme une rémunération, ce qui en général n'est pas le cas. Mais une grande nouveauté, jusque maintenant, tout ce qui était indemnité de vélo était toujours exonéré d'impôts, sauf si on dépassait les limites. Nouveau pour cette année ici, d'abord, il ne faut pas dépasser les 0,35 euros par kilomètre, mais surtout, le contribuable doit opter pour les frais professionnels forfaitaires. Si jamais il opte pour ces frais professionnels réels, automatiquement, les indemnités de vélo vont être considérées comme une rémunération, c'est-à-dire taxées au taux progressif, le taux marginal. Quand même important à savoir. Deuxième changement, il y a aussi une limite annuelle. Ça veut dire que l'indemnité de vélo ne pourrait pas dépasser 3 500 euros par an. Si jamais on dépasse ce plafond-là, automatiquement, la partie au-dessus, vous avez compris, sera considérée comme un revenu qui sera taxé comme un revenu professionnel au taux marginal.
Néanmoins, si on dépasse cette limite de 3 500 € par an, ben, on pourrait quand même encore bénéficier de la partie supérieure de 490 €, comme on connaît l'exonération classique qu'on en a pour autres transports moyens de transport de 490 €. On pourrait toujours le bénéficier. Qui n'est pas le cas si vous dépassez la limite de 0,35 km par kilomètre. Ça, d'office, c'est considéré comme un revenu professionnel. Le fait que maintenant, c'est seulement dans la déclaration fiscale qu'on va savoir si les indemnités deviennent taxables ou pas, parce qu'il doit opter pour les frais forfaitaires ou les frais réels, c'est uniquement dans la déclaration. Ben, une grande nouveauté de cette année-ci, les indemnités de vélo vont maintenant apparaître dans la fiche fiscale 290 pour les employés, mais vous allez voir, ce sera aussi pour le 20 pour les dirigeants d'entreprise. Et on va les retrouver dans le 14D, maintenant, indemnité, déplacement en cycle ou speed pedelec. Avec d'autres mots, des vélos. Le montant qui est donné aux contribuables va être marqué dans le code 254. Je vais y arriver. Désolé. Par contre, ça c'est sur la fiche fiscale. Je viens de dire, si on opte pour les frais forfaitaires, automatiquement ces indemnités se seront exonérées. Ou comment? Ben, on va les exonérer dans la déclaration fiscale, dans le code qu'on connaît déjà, le 255. Okay? Uniquement, l'exonération, ça va s'élever maximum à 3 500 € et en cas d'application des frais forfaitaires. Pour la partie éventuellement excédentaire, on a dit supérieure, on pourrait avoir l'exonération générale de 490 €. Ça, c'est les indemnités de vélo. Mais à côté, il y a aussi des vélos d'entreprise, ça veut dire où la société, l'employeur, met à disposition un vélo. Mais là aussi, pareil, jusque l'année dernière, le vélo était normalement exonéré d'impôts au moment qu'on pouvait juste prouver que le vélo d'entreprise était utilisé pour les trajets domicile-lieu de travail. Nouveauté aussi cette année, il ne sera que exonérer le vélo si, en plus, le contribuable opte pour ses frais professionnels forfaitaires, comme on a pour les indemnités de vélo. Si jamais il opte pour ses frais réels, ça veut dire que ce vélo devient imposable. Exemple, un vélo 7 000 €, mais les 7 000 € vont devenir imposables. La question est, comment je vais maintenant établir et quel montant je dois mettre sur la fiche fiscale 10 ou 20, pareil comme les indemnités de vélo. Comment déterminer ce montant-là? Ben, c'est très clair, c'est un avantage de toute nature. On réfère à notre article 36 qui dit c'est la valeur réelle. Si vous voulez plus d'explications ou quelques exemples comment on pourrait le calculer en cas de leasing ou achat par la société ou l'employeur, vous pouvez consulter le circulaire qui vous trouvez sur les références sur les slides. Ben voilà, sur la fiche fiscale, on ne va pas uniquement mettre les indemnités de vélo, mais dans le 14E, on va aussi mettre la valeur réelle du vélo, qu'on doit aussi, si on opte pour ces frais forfaitaires, exonérer dans le rubrique 255 avec les indemnités de vélo. Si jamais frais réels, ben, le vélo devient imposable. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'on peut avoir comme indemnité domicile lieu de travail, ben ça s'élargit. Vous voyez la liste, on a transport commun, train, tram, bus qu'on connaît, transport collectif organisé, moins d'utilisation, autres moyens de transport, je pense à une voiture, et là, il s'ajoute maintenant aussi les indemnités de vélo et le vélo d'entreprise. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben voilà, si vous voulez exonérer, ben, il faut voir quel montant va être exonéré. Ben, d'abord, dans taxe en web, dans le 254, ben, tout ce qui est sur la fiche fiscale va être automatiquement pré-rempli.
ça c'est sûr. Et on va exonérer dans le 255, on va exonérer des montants. Si c'est le 14A, vous savez bien, c'est le transport public, mais automatiquement, si on opte pour ces frais forfaitaires, ce sera le montant global. 14B, transport organisé, là, c'est uniquement limité au prix d'abonnement d'un train première classe pour la même distance. Et si c'est autre moyen, c'est-à-dire par exemple voiture, ou la partie des indemnités de vélo qui dépasse les 3 500 €, là, vous savez bien, mais pour les deux ensemble, vous avez droit à une exonération de 490 €. Je n'ai pas dit deux fois, hein, et pour la voiture et pour les vélos. Non, c'est pour les deux ensemble, 490. Le montant en dessous de 3 500 € pour les indemnités de vélo, on a dit, si on opte pour les frais forfaitaires, le montant total serait exonéré. Pareil pour le 14E, qui est le vélo d'entreprise, le montant total. Si jamais on opte pour ces frais réels que vous voyez, il n'y a plus d'exonération. Tout ce qui est repris dans le 14A, B, C, D, E sera automatiquement une rémunération qu'on doit alors, à ce moment-là, prouver avec ces frais réels pour éventuellement exonérer ce montant-là. Okay, ça s'ajoute. Pareil, je viens de dire, le principe est égal pour les dirigeants d'entreprise, sauf que le code est différent, c'est le 432, mais pour le reste, le principe pour les indemnités de vélo ou pour le vélo, c'est exactement le même principe. Seule différence qu'on n'a pas avec les dirigeants d'entreprise par rapport à des employés, que la partie au-dessus de 3 500 € par an, l'exonération générale de 490 € n'est pas d'application pour les dirigeants d'entreprise, c'est uniquement pour les employés. C'est le seul changement, mais pour le reste, le principe est pareil. On reste dans le cadre 4 et on va quand même regarder les flexi-jobs. Hein. Vous savez bien que les flexi-jobs, ça devient de plus en plus important. 2024 par rapport à 2023, il y a une augmentation de plus que 20% des gens qui font du flexi-job. Qu'est-ce qui a changé surtout en 2024 ? Vous vous rappelez peut-être que le champ d'application, au début, c'était uniquement pour le secteur de hôtellerie ou Horeca, hein, et c'était déjà en 2015. Après, on a élargi ces champs d'application en 2018, en 2023, pour arriver en 2024 que là, effectivement, les flexi-jobs ont pris vraiment un champ d'application de plus en plus important. Pourquoi ? Il y a 3 types d'extensions. 1. On a, par la loi, on a ajouté des secteurs hein, qui pourraient effectivement engager du flexi-job, mais avec un opt-out total ou partial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la loi dit, voilà, tel secteur a droit au flexi-job, mais les partenaires sociaux, ils ont la possibilité de dire non, moi dans mon secteur, je ne veux pas du flexi-job. Alors ils peuvent partiellement ou totalement, vraiment, finalement, refuser qu'il y a des gens qui, dans leur secteur, font du flexi-job. Qui est fait, on va voir un peu, il y a certains secteurs qui ont déjà utilisé ce opt total ou partiel. À côté de la loi, il y a aussi des secteurs qui sont ajoutés sur la demande de la communauté flamande, française ou germanophone. Et alors, il y a des secteurs qui ne sont pas du tout repris par la loi, mais qu'eux-mêmes, ils disent, nous, on aimerait bien faire les flexi-jobs et on donne la possibilité aux partenaires sociaux de faire un opt-in maintenant, c'est-à-dire, oui, nous aussi, on veut s'ajouter et on veut aussi profiter de ces flexi-jobs. Oui? OK. Régime fiscal, vous savez bien, la rémunération est exonérée de cotisations au NSS et l'impôt des personnes physiques. On va voir qu'en 2024, il y a eu un changement. Le seul cotisation ou quelque part impôt qui est à payer, c'est par l'employeur parce qu'il doit payer une cotisation sociale spéciale de 28%. Alors, qu'est-ce qui change à partir de 24 ? Il faut faire une distinction entre un travailleur non retraité qui fait du flexi-job et on va voir un travailleur qui est retraité qui fait du flexi-job. On commence avec les travailleurs non retraités qui font du flexi-job.
Alors là, ces gens-là peuvent encore faire du flexi-job, mais uniquement pour un montant maximum de 12 000 euros. Puisque ce montant-là, c'est exonéré sur base annuelle, la partie au-dessus sera taxée comme rémunération. Comme on a dit, les cotisations sociales, avant ils étaient 25, ils sont apportés jusqu'à 28%. Il y a aussi une période d'attente. Si quelqu'un travaille temps plein et dit finalement, moi je vais faire un 3/4 plein parce que comme ça, 3/4, c'est une rémunération normale. Et l'autre quart où je suis normalement taxé, moi je vais faire ça dans le cas de flexi-job, comme ça je ne suis pas taxé. Ce serait quand même plus important. Oui, c'est bien, mais alors il y a une période d'attente de presque 1 an avant que vous puissiez bénéficier de cet avantage-là. Et le travailleur ne peut non plus occuper un flexi-job auprès d'une entreprise qui est liée à l'entreprise avec laquelle il a un contrat de travail normal de 4/5. Voilà, le fait qu'il y a un maximum maintenant pour les travailleurs flexi-job, automatiquement, il y a aussi le montant qui doit apparaître sur la fiche fiscale 290 dans le nouveau rubrique qu'on va trouver dans la déclaration fiscale aussi de 262. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, si on dépasse les 12 000 euros, c'est le fisc qui va, la partie supérieure va être automatiquement taxée. Vous ne devez rien faire, c'est le fisc qui va faire le nécessaire dans l'avertissement extrait de rôle. Mais ça doit être marqué nouvelle rubrique aussi dans cette déclaration. On a dit, il y a aussi des retraités. Les retraités, qu'est-ce qu'il y a comme grande différence? Eux, ils n'ont pas cette limite de 12 000 euros. Ils n'ont pas ça. Mais il y a autre chose que j'aimerais bien attirer votre attention. Ça, c'est fiscalement. Voilà, finalement, ils peuvent faire du flexi-job, il n'y a pas de problème. Mais il faut peut-être quand même voir avec votre client. Si le client fait beaucoup de flexi-job, il dépasse les 12 000 euros, pas de problème fiscalement, mais on doit peut-être une fois penser, il reçoit aussi une pension. Oui. Et là aussi, il y a des lois. C'est-à-dire le revenu, si n'importe quelle rémunération dépasse un certain limite, le pourcentage que vous dépassez de cette limite-là, par exemple 10%, automatiquement la pension va être réduite de 10% et vous devez même rembourser la pension de trop perçu. Ça, c'est la règle qui a toujours existé, mais aussi dans le cadre de flexi-job, à partir de 25, c'est-à-dire revenu 25, il y a une nouvelle limite spécifique aussi dans le cadre de flexi-job, c'est-à-dire que ce retraité ne pourrait pas dépasser 7 876 euros dans le cadre de flexi-job, sinon la limite dépassée va être aussi, mais la pension va être réduite, mais seulement pour la moitié. Voilà. Attention quand même, quand je parle de retraités, ici c'est surtout les limites, c'est pour les gens qui sont finalement pré-retraités, c'est-à-dire pension anticipée, parce qu'ils sont plus jeunes que l'âge légal, et on est actuellement cette année à 66 ans déjà, d'une part, ou ils n'ont pas une carrière complète de 45 ans. On parle vraiment de ceux-là. Les vrais pensionnés de 66 ans, ils n'ont pas de limite, ni flexi, ni niveau pension. Voilà, attention quand même, ce cumul de flexi-job avec le retraité anticipé. On va peut-être voir ça avec un petit exemple. Quelqu'un a fait d'une flexi-job pour 10 000 euros. Il a 27 euros de retraite anticipée, parce qu'il a arrêté à 63 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme c'est limite de flexi-job, c'est 7 876, on va prendre les 10 000 moins les 7 866, parce que ça, c'est la limite qui peut avoir dans le cadre de flexi-job. Ça fait 26,96 pour arrondir à 27%. Comme on a dit que c'est que la moitié à ce moment-là qu'on va réclamer par rapport à la pension
perçu, ça veut dire 13,5%. Ben, regardez un peu, 13,5% de 27 000 euros de pension qu'il a reçu, ben, il devrait redonner de la pension au tour de midi de 3 645 euros. Qui n'est quand même pas rien, hein, parce que quelque part, si on est pensionné et on doit donner la pension parce qu'on fait du flexi-job, il faut choisir. Okay? Attention, avec le cumul flexi-job, avec des gens qui sont retraités anticipativement. Je ne parle pas fiscalement, je parle par rapport à la pension. Quand même important d'avoir ça derrière la tête. Qu'est-ce qu'il y a déjà dans l'avant-projet de loi-programme? Ben voilà, la limite de 12 000 euros, normalement, sera déjà augmentée jusqu'à 18 000 euros. Alors, l'importance des flexi-jobs, on le voit à ce niveau-là. Un autre changement, nouvelle rubrique dans la déclaration fiscale 391 à voir avec les indemnités pour les pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires ou les agents de protection civile. Si vous voulez faire un peu du pompier le week-end, c'est bien, vous pouvez avoir une première tranche d'exonération de 7 310 euros qui n'est pas taxée. Au-dessus, ça devient taxable, mais vous avez compris, hein, tout ce qui est avec des limites, automatiquement, c'est repris sur la fiche fiscale et automatiquement repris en taxe en web dans la déclaration fiscale qui fait qu'à ce moment-là, le fisc peut, la partie qui dépasse cette tranche, taxée comme rémunération d'office auto-marginal. Des heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire. Hein. Vous savez bien, vous travaillez le week-end, la nuit, vous avez droit à un sursalaire. Ben pour ces heures-là, la rémunération qui correspond à ces heures-là, vous avez droit à une réduction d'impôt. Dans le HORECA, c'est 360 heures. Dans les autres secteurs, c'est temporairement encore 180 heures. Et dans la construction, c'est normalement toujours 180 heures. Ben, dans la construction, les 180 heures vont devenir 280 heures, mais uniquement pour les salariés qui font des travaux routiers, à l'exception des poses des tuyaux, des câbles souterrains, ou des travaux ferroviaires, et en plus que l'employeur a, et ça c'est important, un système électronique pour enregistrer les présences. Ben, pour ces salariés-là, ben, les 180 devient 280 heures. Voilà, nouvelle rubrique, nouveau dans la déclaration fiscale, parce qu'on doit savoir les déclarer, parce que là, la limite aussi peut être dépassée. Bonus à l'emploi, vous savez bien, hein, pour les bas salaires, il existe un crédit d'impôt, hein, c'est une sorte de réduction d'impôt, pas uniquement pour l'impôt dû, mais s'il n'y a pas d'impôt dû, ben, automatiquement cette réduction d'impôt est convertie dans un crédit d'impôt. Vous le connaissez. Qu'est-ce qui a changé? Ben, on a augmenté encore le bonus à l'emploi pour les bas salaires jusqu'à 1 380 euros d'une part, et en plus, le bonus à l'emploi, on a finalement maintenant, vous voyez, 2 volets, 2 pourcentages différents. Le pourcentage qu'on connaît, c'est le 33,14% sur le crédit d'impôt qu'on calcule pour des salaires, on va dire, basses. Hein. Mais par contre, pour des salaires très bas, oui, à ce moment-là, il y a un crédit d'impôt maintenant qui va être supérieur à 33, notamment 52,14%. Mais là aussi, comme il y a 2 taux différents, ben aussi une rubrique en plus dans la déclaration fiscale, notamment le 1360. Vous voyez, tous ces nouveaux codes ont une raison. Ça nous amène au cadre 7 revenus des capitaux et des biens immobiliers. Les droits d'auteur, ben, on est nouveau revenu à, on va dire, l'initial, hein, c'est-à-dire uniquement encore le régime fiscal après la réforme. Hein, vous savez bien, la réforme qui était élue par la loi de décembre 2022 qui a finalement exclu le secteur, surtout le secteur IT, entre autres, de cet régime fiscal des droits d'auteur qui est très intéressant. Mais pour 2023, c'est-à-dire revenu 2023, la déclaration l'année dernière, il y avait encore des mesures transitoires parce que le secteur d'IT pouvait quand même encore bénéficier, mais avec des limites. Voilà. Ben, tous ces codes ont disparu dans la déclaration parce que maintenant,
ces nouveaux revenus uniquement d'application pour ceux de régime fiscal réformé. Secteur IT ne peut plus bénéficier. On a supprimé tous les codes pour les mesures transitoires. C'était comme ça. Cette année, on revient à nouveau à l'ancien, mais finalement, on voit que dans l'accord gouvernemental, il reparle nouveau que le régime fiscal de droit d'auteur va nouveau être élargi. On était large, on a réduit et on va nouveau élargir. Il faut savoir suivre encore. Beaucoup de chances qu'à partir de l'exercice 2026, le secteur IT va peut-être nouveau pouvoir bénéficier des droits d'auteur. Voilà. Si vous ne le savez plus suivre, nous aussi c'est parfois dur, mais c'est pour ça qu'on est là pour vous donner plus d'informations. Alors, le cadre neuf, vous savez bien, des intérêts, amortissements, capital, tout ce qui est prêt et prêt hypothécaire. Qu'est-ce qui change là? On perd. On perd par région 10 codes. C'est bien, un peu moins de codes, on en a assez. Pourquoi? Parce que le bonus logement régional, vous voyez, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une habitation propre, qu'on y occupe. Le bonus logement, le premier, tous ceux qui ont fait des prêts entre 2005 et 2014 qui rentrent dans le bonus logement, vous savez bien qu'il y avait d'abord un panier de base et il y a toujours une corbeille supérieure pendant 10 ans. Ces 10 ans sont finis. 2014, c'était la dernière date. On pouvait encore rentrer dans ce bonus logement. Mais voilà, cette année-ci, tous ces codes-là où on demande, vous voyez, des informations supplémentaires ont disparu dans la déclaration et ça dans les 3 régions. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Finalement, dans le bonus logement régional, on va par région encore trouver 2 rubriques, 2 codes. Tous les autres vont disparaître. On quitte le bonus logement, on va une fois regarder l'épargne à long terme fédérale. Ici, je suis dans l'habitation qui est non propre. La 2e, 3e, 10e maison en Belgique, à l'étranger, fédérale, non propre. Vous le savez que tous les prêts hypothécaires qui étaient conclus à partir du 1er janvier 2024, on n'a plus droit à la réduction d'épargne à long terme. C'est fini. Le seul truc qui restait encore, c'est les intérêts ordinaires. Le reste n'est plus d'application fédérale. On est bien dans le bon chose. Et peut-être juste pour un peu se revoir le pour rafraîchir notre mémoire, notre ministre Van Petegem, maintenant entre-temps il n'est plus ministre des Finances, avait dit je veux quand même signaler à toute modification de loi ne pourrait s'appliquer qu'aux prêts nouvelles. La suppression des avantages liés au contrat en cours ne peut se justifier à la lumière de la principe de confiance envers le citoyen. C'est vrai que aussi le principe de bonne gouvernance, voilà. Tous ceux qui étaient dans le système restent, c'est seulement pour les nouveaux prêts à partir de 2024, plus d'avantages d'épargne à long terme. Mais comme je viens de dire, nouveau gouvernement, ça veut dire aussi des nouvelles règles. Et pourquoi? Parce que voilà, l'avant-projet de loi-programme prévoit que à partir de revenus 2025, que la déduction pour intérêt ordinaire va aussi être supprimée. Et contrairement à ce que M. Van Petegem a dit uniquement pour les nouveaux, non, ici, ce sera pour tout le monde. Des anciens ou des nouveaux prêts, dès qu'on est dans le fédéral, automatiquement, le code qu'on connaît depuis si longtemps, le 146, va disparaître dans la nature. Quand même, financièrement, un grand impact. Par contre, ce qui concerne les intérêts qu'on paye pour les droits d'amphithéose et de superficie, ça reste d'application. Attention! On peut peut-être quand même encore la corbeille d'épargne à long terme. On parle toujours des amortissements en capital, mais rien ne nous empêche de remplir cette corbeille avec des primes d'assurance individuelles. Attention, pas des primes d'assurance liées à un crédit, parce que ça sert à rien, mais une prime d'assurance vie, on peut toujours remplir la corbeille épargne à long terme.
quand même vite un peu montrer l'impact que ça va avoir, hein, le fait qu'il n'y a plus d'épargne à long terme ni normalement dans le futur les intérêts ordinaires. Voilà, un contribuable, il a une deuxième maison, voilà, après indexation, comme c'est une deuxième habitation, majorité des 40%, c'est 1523 de revenus immobiliers. Il a un revenu professionnel de 40 000 euros, après déduction des frais, et il a fait un prêt hypothécaire en 23. Ça veut dire, à ce moment-là, l'épargne à long terme était toujours d'application. Il paye des intérêts ordinaires de 1 800 euros, il a un remboursement de capital de 3 000 et une taxe communale. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le revenu immobilier de 1323 est complètement exonéré parce qu'il y avait des intérêts ordinaires qu'on peut utiliser pour neutraliser ce revenu immobilier. Ben voilà, pour le reste, on fait l'impôt de base, on calcule l'impôt sur la quotité exemptée et aussi, il a encore droit à la réduction d'épargne à long terme que vous voyez là, la corbeille de 2430 à 30% épargne à long terme, moins 735. Ça veut dire qu'il a les intérêts ordinaires de 1523 plus l'épargne à long terme. En final, il ne paye pas d'impôt. Changement de règle, oui. Suppression de la déduction des intérêts ordinaires, ben vous voyez tout de suite, hein, comme on ne peut plus utiliser les intérêts, ben d'office, ça va coûter pour ce même personne, pour le même prêt, pour la même chose, 776 euros. Voilà, l'impact qui est quand même important. Si maintenant on prend les mêmes données, mais le prêt hypothécaire est fait à partir de 2025, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a plus droit ni aux intérêts ordinaires, ni l'épargne à long terme. Et si là, on fait le calcul, ben, c'est le même exercice. On est déjà, allez, on va dire, à 1 600 euros à payer. Voilà quand même un impact très important par rapport à ce cadre neuf. OK? Alors, en même temps qu'on va supprimer la déduction ordinaire des intérêts, on va aussi supprimer la réduction complémentaire pour intérêts complémentaires. Moi, je pense qu'il n'y en a plus des masses. On va aussi ne plus accorder la réduction pour intérêt des prêts verts qu'on avait fait entre 2009 et 2011, moins d'impact. Le bonus logement fédéral aussi, ben, on va juste encore avoir une épargne à long terme à 30% et plus au taux marginal. Et on va aussi remplacer la réduction majorée pour épargne logement en épargne à long terme à 30%. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a encore que pour ceux-là l'épargne à long terme. Ce qui nous réduit énormément de rubriques dans le cadre neuf, surtout la partie fédérale, ce qui va rester. Maintenant, on a moins de rubriques, mais ça va quand même un peu coûter un peu plus cher dans notre porte-monnaie. Parfois, on doit faire des choix dans la vie. Ça nous ramène au cadre 10 des réductions d'impôts. Vite peut-être voir les donations, rien n'a changé jusque maintenant, c'est toujours 40 euros par institution et vous avez toujours droit à une réduction d'impôt de 45%. Vous voyez, l'avant-projet de loi programme prévoit déjà que uniquement 30% va encore avoir comme réduction d'impôt à la place de 45%, hein, moins de bénéfices. Beaucoup d'institutions qui vivent de cette donation sont quand même moins contents avec finalement cette mesure qui est prise parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques que les gens vont faire moins de donations parce que fiscalement c'est moins intéressant. Normalement, la libéralité n'est que déductible si le contribuable a une attestation 281-71. Hein, c'était une nouveauté. Pourquoi? Parce que sur cette fiche, l'institution qui reçoit les dons devait demander à tous les contribuables le numéro de registre national. Et vous avez compris, hein, sur la fiche registre national, ça veut dire tout de suite en taxe en web et tout suit dans Belgotax et le reste. Mais malheureusement, ben, vous avez peut-être vu aussi, il n'y a pas encore beaucoup d'institutions qui ont demandé ce registre national. Ça veut dire que ces fiches fiscales ne vont pas être remplies ou pas du tout ou bien remplies. Avec d'autres mots, il y a une tolérance administrative encore pour cette année, mais même déjà pour l'année prochaine, c'est annoncé aussi que même s'il n'y a pas une attestation 280-71, vous pouvez quand même encore bénéficier de la réduction pour les libéralités, pour les dons.
Pour vous, mandataires, moins agréable parce que ça veut dire qu'il y a des dons qui vont être dans le taxe en web, mais il y en a sûrement encore d'autres qui ne vont pas parce que l'attestation n'a pas été établie. À vous encore de demander à vos clients alors les attestations adéquates. Avant-projet de loi aussi, suppression de réduction d'impôts. Effectivement, je peux comprendre. Il y a toute une liste de réductions d'impôts qu'on va supprimer. Par exemple, employés de maison. Vous voyez toute la liste là. C'est surtout des crédits d'impôts qui sont presque pas utilisés. Alors, ils ont dit, on va simplifier, on va les supprimer. Voilà. Ça, c'est prévu normalement à partir de l'année prochaine. La liste va être vraiment très courte, il ne resterait pas grand-chose. Et en plus, tout ce qui est tax shelter pour les starters et pour les entreprises de croissance, là aussi, ça va rester, mais on va moduler toutes ces conditions pour y rentrer. Il y aura une fusion, ce sera aussi plus simple. À voir, ça va venir bientôt. Ok, et ceux-là, le rapport, ça reste toujours, parce que si on ne fait plus, ou la reprise, si on fait, les conditions ne sont plus d'application, automatiquement la réduction d'impôt qu'on a reçue va être repris. Ça, par contre, ça reste, ça, ce sera encore d'application. Ça nous amène au crédit d'impôt régional bruxellois, le prêt proxy. C'est un crédit d'impôt qu'on donne pour des particuliers qui donnent un prêt aux PME, finalement stimuler que cet argent-là des particuliers vont vers les PME qui se trouvent à Bruxelles. Vous avez droit à un crédit d'impôt annuel, mais il existe un crédit d'impôt unique. Ça veut dire si jamais l'investisseur, celui qui donne le prêt, le prêteur, on va d'autres mots, ne saurait plus être remboursé de son prêt parce que la société qui se trouve à Bruxelles, entre-temps, est par exemple tombée en faillite, il a droit à un crédit d'impôt unique. Normalement, c'était 30%. Les 30%, ils vont maintenant, dans certains cas, être 50% si jamais vous avez prêté de l'argent dans une société qui est exemplaire. Exemplaire, ça veut dire sur le plan social et niveau environnemental, vraiment être vert, on va dire comme ça. C'est une société qui s'adapte à tout ce qui est changement climatique. Vous n'avez que lire la définition. Mais comme il y a maintenant deux types de sociétés différents, aussi là, vous voyez que dans cette déclaration, nouvelle rubrique qui s'ajoute au crédit d'impôt. On arrive déjà au dernier cadre, les derniers changements par rapport au cadre 19, les éléments imputables afférents à une activité professionnelle indépendante. Il y a 3 nouveaux. Il y a un crédit d'impôt pour l'augmentation facultative des indemnités kilométriques de vélo. On a le crédit d'impôt pour les publications, pour les éditeurs de publications papier et un crédit d'impôt pour un employeur qui va donner un peu plus d'intervention dans les abonnements de train. Je vais être relativement bref là-dedans. Pourquoi? Parce que en général, c'est des sociétés. Les employeurs, c'est des sociétés et ce sera plus d'application dans l'impôt des sociétés que dans l'impôt personnes physiques. Les éditeurs aussi, en général, des sociétés. Mais juste pour vous donner le cadre, le premier crédit d'impôt, augmentation facultative des crédits d'impôt pour indemnité kilométrique, c'est quoi? L'employeur décide de donner un peu plus pour les trajets d'un domicile de travail à son employeur, automatiquement, si ça se fait entre le 1er janvier 24 et le 31 du 12 26 et c'est payé au plus tard ces indemnités un an plus tard, au 31 décembre 2027, il peut bénéficier de ce crédit d'impôt. Attention, s'il opte pour le crédit d'impôt pour ce montant-là, il ne peut pas en même temps bénéficier ça comme déduction de frais professionnels. Comment on va faire ça? Le calcul, c'est très simple. On va regarder la majoration. Qu'est-ce qui donne de plus comme indemnité? On va multiplier ça par le nombre de kilomètres que l'employeur a fait du vélo. La majoration, comment on va calculer ça? On va regarder
qu'est-ce que l'employeur a réellement donné et on va comparer ça avec l'indemnité qui donnait à un certain moment de référence, c'est-à-dire au 1er juin 2023. Et ce montant-là, on va chaque année indexer. Vous voyez la formule, comment on va indexer cette indemnité de référence de juin 2023. Voilà, un petit exemple. Quelqu'un, employeur a accordé une indemnité kilométrique au 1er juin 2023, c'est-à-dire le moment de référence de 0,20. Comme j'ai dit, il a fait ça pendant combien? 3000 km déplacement domicile-travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Les 0,20, c'est l'indemnité de référence, on doit l'indexer. Vous avez vu la formule. Ben, ça veut dire que le 0,20 indexé devient arrondi 0,21 €. Voilà. Qu'est-ce que l'augmentation réelle? Ben, maintenant, il donne 0,25 moins l'indemnité de référence indexée 0,21. C'est 0,04 moins 3000. Waouh, on y est, on a un crédit d'impôt de 120 €. Alors, il faut quand même bien beaucoup calculer pour arriver à 120 €. Mais voilà, une nouvelle rubrique que vous devez remplir et vous mettez dans le 762 les 120 €. Pareil, si l'employeur donne un peu plus dans un abonnement de train pour les trajets domicile-lieu de travail, mais il doit aller jusqu'à une augmentation d'intervention de 79,3%. Aussi, dans le cadre où il paye cette augmentation-là entre 2024 et le 31 décembre 2027, ben là aussi, il a droit d'avoir un crédit d'impôt que vous devez déclarer dans le 764. Crédit d'impôt pour les éditeurs de journaux, comme j'ai dit aussi, en général, ce sera plutôt des sociétés. En personne physique, je ne pense pas qu'on va voir ça souvent. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez bien, il y a eu une perte de concession de postal Bipost pour la distribution de tout ce qui est publication papier. Ça veut dire que comme eux ne le font plus à un prix raisonnable, ben, tout le monde va avoir un surcoût. Et là, le législateur a dit, on va faire finalement, on va prendre des mesures pour un peu temporer ce surcoût. Et une de là, c'est le crédit d'impôt pour les éditeurs. Attention, ce sera uniquement crédit d'impôt pour le coût supplémentaire que les éditeurs doivent supporter en 2024, 25, 26 par rapport à quand c'était encore le Bipost, quand c'était encore la concession de Bipost de 2023. Uniquement la partie supplémentaire va donner droit à un crédit d'impôt que vous devez à ce moment-là mettre dans la rubrique 763. Juste pour terminer, clôturer, quand même encore un aperçu, et je pense quand même important pour vous, le crédit d'impôt pour l'accroissement du capital, on connaît, rien qui change, c'est quoi? C'est un crédit d'impôt, vous le savez bien, sur l'augmentation des fonds propres par rapport au montant de plus élevé à la fin de 3 périodes imposables précédentes. Avec d'autres mots, c'est un crédit d'impôt que, comme indépendant, vous pouvez avoir sur l'augmentation ou l'accroissement des fonds propres. On ne l'utilise pas assez, ça pourtant, financièrement, fiscalement intéressant. Peut-être que maintenant, ça va être plus intéressant encore et peut-être que plus les gens vont bénéficier de ça parce que normalement, ce crédit d'impôt qui existe de 10% va être doublé, le taux va devenir 20% et automatiquement, le plafond de 3750 va être doublé aussi parce qu'autrement, on aura un problème. Ça veut dire crédit d'impôt 20% avec un plafond maximum de 7500 €. Normalement, ce sera à partir de 2026 que ce sera d'application. À retenir quand même, je pense, fiscalement, très important. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. À très bientôt pour une prochaine Accountancy Challenge Learn Together.